Je vais donc parler de ce que j'ai appelé, vous le voyez, la révolution ornementale au temps d'Auguste. Et le problème de l'ornement à Rome, naturellement, se pose très différemment de la façon dont il peut se poser de nos jours. Et en particulier, il aurait été impossible à Rome de tenir les propos d'Adolphe Loos ou de Le Corbusier sur l'ornement, car toute la tradition héritée des Grecs donnait à l'ornement une importance extrêmement majeure dans l'architecture en particulier. Et d'autre part, les éléments constitutifs des ornements, qui sont souvent végétaux, bénéficiaient de tout un symbolisme qui entourait le monde végétal, en particulier la valeur emblématique de beaucoup de végétaux qui étaient reliés à telle ou telle divinité. On a là-dessus d'ailleurs beaucoup de propos d'Ovide dans les Métamorphoses qui met en rapport les divinités et les végétaux. Alors, le problème que je vais essayer de traiter aujourd'hui, c'est cette révolution ornementale qui a totalement transformé, disons, le paysage ornemental romain, non seulement à Rome, mais à l'échelle de l'Empire tout entier. Et pour comprendre cette révolution, naturellement, il faut d'abord observer la situation qui a précédé l'époque augustienne, c'est-à-dire les derniers temps de la République romaine, qui ont été une période extrêmement violente, qui était une période de guerre civile à répétition, avec 3 grandes guerres civiles qui se sont enchaînées pendant les premières décennies du 1er siècle avant Jésus-Christ. Et c'est sur ce fond historique que l'ornement a connu à cette époque des variations tout à fait surprenantes. Donc nous allons... Alors je vous montre rapidement ici le plan de mon intervention qui commencera par la situation à la fin de la République, par ce que j'ai appelé l'esthétique du chaos, avec une définition de cette esthétique, la signification de ces décors telle qu'elle apparaît dans des textes contemporains, l'utilisation politique qui en a été faite, et nous verrons rapidement un monument particulièrement représentatif de cette esthétique. Pour finir, ensuite, la révolution ornementale, nous verrons que le pouvoir augustin a procédé par étapes et a en quelque sorte reconquis l'ornement progressivement avec toute une série de thèmes que nous aurons l'occasion de voir. Alors, la première chose que je ferai, c'est de vous présenter quelques-uns des décors qui, à la fin de la République, renvoient l'écho d'une esthétique très particulière qui est dominée par la présence des monstres et par, disons, une représentation d'un monde où tous les éléments se mélangent. Pour tout dire, un monde extrêmement proche de l'idée qu'on se faisait du chaos originel. Comme première illustration, donc, vous voyez ici des supports de table, ce qu'on appelle en grec des trapézophores. Je crois que vous avez la liste de mes documents avec donc les mots qui sont écrits. Donc, je ne passe pas de temps à les épeler, disons. Donc, trapézophores sont des supports de table qui étaient très à la mode dans le monde méditerranéen et qui ont été beaucoup utilisés dans les contextes romains, donc à Rome, en général dans les villes d'Italie centrale dominées par l'aristocratie romaine et jusqu'au golfe de Naples. Donc vous voyez ici une paire de trapézophores qui à l'époque supportait évidemment une table, trouvée dans une maison attribuée à un certain Cornelius Rufus à Pompéi. Et ces supports de table en marbre présentent un décor tout à fait extraordinaire. Apparemment, on a l'impression de voir des griffons, c'est-à-dire ces animaux monstrueux qui sont des lions ailés.
ou bien parfois il y a des griffons à tête d'aigle. Mais ici, ce qui est surprenant, c'est qu'on voit deux griffons à tête de lion. Comme tous les griffons, ils ont des cornes, une crête que je vous montre ici. Mais ce qui est très étonnant, c'est qu'ils sont réduits à un simple avant-train, puisqu'on voit une patte et au-dessus une tête. Les ailes sont présentes. Donc un griffon réduit à sa plus simple expression, disons à simplement un avant-train. Et en plus, ces griffons sont végétalisés, puisqu'on voit que la patte se transforme en acanthe et donne naissance à des rinceaux d'acanthe qui s'entrelacent symétriquement au centre ici de la composition. Il y a par ailleurs, disons, un autre aspect à souligner, c'est le fait que ce décor présente un éclectisme extraordinaire, puisqu'on voit des styles différents se juxtaposer. Il y a un traitement très réaliste des parties animales, la tête du lion, la patte du lion. Par contre, on voit que les rinceaux sont extrêmement schématiques, disons très artificiels dans leur conception, très éloignés du monde végétal réel. Et les ailes de ces pseudo-griffons, de ces parties de griffons, en quelque sorte, de ces griffons incomplets, ont un traitement très curieux qui ressemble à l'art orientalisant, qui est né en Orient, mais qui a été diffusé par les Grecs ensuite. Un autre exemple de cette, disons, esthétique du chaos, je reviendrai sur cette définition ensuite, c'est le fameux cratère d'argent d'Hildesheim, qui a été découvert en Allemagne, à 300 km au-delà de la frontière du Rhin. Et la découverte à la fin du XIXe siècle, en 1868 plus précisément, au milieu, disons, du XIXe siècle, du trésor d'Hildesheim a eu un très grand retentissement en Europe, au point que la maison d'orfèvrerie Christophe a réalisé de ce grand cratère d'argent plusieurs copies, dont certaines sont actuellement sur le marché de l'art. On peut en admirer des copies au musée d'Orsay ou encore dans la villa Kérylos, construite par Théodore Reinach, à proximité de Nice. Et l'exemplaire originel était au musée de Berlin, mais il a disparu pendant la guerre. Donc ici, vous voyez des photographies anciennes du musée de Berlin. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit de nouveau des griffons. En voici un, et vous voyez que de sa tête surgissent des rinceaux. En voici deux autres, ceux-ci à tête d'aigle, et on voit que les ailes se végétalisent en acanthe aussi, et sont issus de ces ailes acanthisées des rinceaux aussi qui se développent sur toute la panse du vase. Et on voit ici un détail de ces rinceaux, et on voit que les fleurs donnent naissance à des animaux marins. Ici un poulpe, ici on voit des moules, ici encore un coquillage qui sortent des fleurs, et on voit que ces rinceaux sont habités par des petits personnages. Ce ne sont pas des héros, ils n'ont pas d'ailes, donc ce sont des petits garçons qui pêchent à la ligne ou au trident des poissons ou des crustacés. Alors ici, on est en présence d'un art ornemental extrêmement étrange, puisque on voit que des êtres hybrides, comme les griffons, donnent naissance à du végétal, et à leur tour, les végétaux donnent naissance à des animaux marins. Donc on a une espèce de continuum délirant, une image d'une nature qui est, disons, revenue en quelque sorte à un état de non-différenciation, à un état qui est celui précisément du chaos. Alors, c'est très étonnant parce que cet art ornemental a surgi dans des contextes romains dans les premières décennies du 1er siècle avant notre ère, je répète, dans ce contexte de guerre civile à répétition, alors qu'auparavant, on trouve, par exemple à Herculanum ou à Pompéi, des trapézophores beaucoup plus sages, si j'ose dire, et qui sont de même nature que ceux
qui étaient diffusés dans le monde grec à l'époque. Ici, vous en voyez un exemple. Et ces trapézophores avaient simplement un motif végétal, ici, sur la partie supérieure du support, donc, avec une simple volute, une fleur. Et il y avait, vous voyez, on voit des cannelures et une petite extrémité ici de pattes de lion, donc un motif, disons, purement ornemental, si on peut dire, qui n'a pas de prétention à, évidemment, évoquer un état de la nature, quel qu'il soit. Ce sont simplement des juxtapositions de thèmes ornementaux. Alors, il y a aussi des trapézophores à Pompéi qui se réduisent à une simple colonnette surmontée de la table, et vous remarquerez que ces meubles sont toujours placés dans l'atrium, au bord du bassin. Et nous avons un texte très intéressant de Varron, donc un ami de Cicéron, un ami intime de Pompée. Donc Varron qui, dans son traité de la langue latine, nous explique qu'il y avait dans sa jeunesse, dans l'atrium, au bord du bassin, des tables qu'on appelait cartibulum. Cartibulum, c'est A-R-T-I-B-U-L-U-M. Et il dit que ces tables avaient comme support une petite colonne, justement. Donc nous avons ici, à Pompéi, exactement la présence de ces cartibula, de ces tables, avec la colonnette dont nous parle Varron. Et par conséquent, comme Varron est né à la fin du IIe siècle avant Jésus-Christ, ici nous avons ce type de table de l'époque. Et c'est là qu'on voit que la diffusion de cette, disons, esthétique du chaos a été une rupture considérable, puisque auparavant, les décors n'avaient absolument pas des prétentions de richesse et surtout d'aberration, comme ce qu'on observe à partir des années 80 avant Jésus-Christ. Alors, il y a un autre aspect sur lequel il faut insister, c'est le fait que l'acanthe qui est sculpté ici est caractéristique d'un traitement qui en réalité est très présent dans la sculpture d'Athènes, la sculpture attique, qui était, disons, un des centres producteurs les plus importants de la fin de la République romaine ou, pour le monde grec, de ce qu'on appelle l'époque hellénistique. Athènes produisait une très grande quantité d'objets de luxe en marbre, d'argenterie et probablement aussi de tissus qui étaient surtout diffusés en Italie, puisque l'Italie, les Romains, constituaient à l'époque le marché le plus important, le plus riche, et qui bénéficiait d'ailleurs de l'affaiblissement économique de la Grèce. Et donc, cet acanthe que l'on voit ici a une caractéristique, c'est que ce qu'on appelle les digitations, c'est-à-dire les bordures en forme de doigts des feuilles d'acanthe, se rejoignent systématiquement, symétriquement, ce qui fait que se dessinent des motifs qu'une de nos collègues, Anne Roth-Congès, a défini, par exemple, comme on le voit ici, comme une pointe de flèche. Donc il y a un jeu d'ombre et de lumière qui dessine des motifs parce que ces digitations se rejoignent toujours symétriquement. Et on voit ici, à gauche, j'emprunte donc ici les dessins à Anne Roth-Congès, et on voit ici à gauche donc ces acanthes symétriques qui sont caractéristiques, donc, disons, du 1er siècle avant notre ère. Et on voit à droite, par contre, des digitations dissymétriques, et nous verrons qu'elles sont caractéristiques de cette révolution ornementale augustéenne. Donc il y a là une rupture très intéressante qui s'est déroulée. La rupture a eu lieu dans les années 20 avant Jésus-Christ, mais dans la phase qui nous intéresse en ce moment, eh bien, nous sommes dans cette forme très peu naturaliste, très ornementale, disons, du traitement du végétal. Alors, d'autres manifestations de cette esthétique, eh bien, on voit qu'il y a une créativité assez extraordinaire. Par exemple, on voit ici
un trapézophore de Pompéi, avec à droite, disons, un avant-train de griffon à tête d'aigle. Et puis on voit qu'à gauche, avec toujours une patte de fauve, toujours une patte de fauve ici, eh bien, ce n'est pas un avant-train de griffon, mais de cygne qui apparaît. Donc, nous sommes dans une espèce de chaos complet où des éléments épars se joignent qui, normalement, ne devraient pas se rejoindre. Alors, il y a beaucoup d'objets, disons, décoratifs qui étaient de très grand luxe, sculptés en marbre, et qui n'ont été diffusés massivement que, je répète, en Italie centrale, et parce que c'était le lieu où se trouvait à l'époque la clientèle la plus riche et la plus désireuse d'orner, disons, ces résidences. Ici, par exemple, on voit une corne à boire, ce qu'on appelait chez les Grecs un riton. Un riton, donc c'était des cornes à boire. Évidemment, ici, cette corne à boire a une valeur purement décorative, puisqu'elle est en marbre, c'est difficile de boire dedans, et qui devait servir de fontaine. Et elle est signée par un sculpteur athénien, comme étaient la plupart des sculpteurs qui ont réalisé ces œuvres, un certain Pontios, P-O-N-T-I-O-S, qui a signé ici, donc, précisément, cette œuvre. Or, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit une corne, et puis on voit une sorte de griffon, toujours, donc un monstre à tête de lion, ailé, comme on le voit ici. Et alors, celui-ci a une caractéristique très curieuse, c'est qu'il a des pattes de bovidé. Donc, on complique encore l'hybridité, si vous voulez, du monstre, en lui donnant des pattes, ici, de bœuf, de taureau, etc. Voilà encore un autre exemple de ce type d'art ornemental. Ici, ce qu'on voit, c'est une vasque en marbre de Pompéi, qui est conservée au musée de Naples, qui d'ailleurs a été présentée dans une exposition très réussie au musée Mayol. Je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont vu, sur Pompéi. Donc, il y a quelques années, cette vasque a été visible à Paris. Et on voit un bassin en marbre, bien entendu, et on voit qu'il est supporté par des sphinx. Parfois on dit des sphinges, mais à tort, parce que en réalité le sphinx grec est toujours de sexe féminin. Et le mot sphinx en grec d'ailleurs est de genre féminin, bon, ce qui n'est pas le cas malheureusement du mot français. Alors ici on voit que le sphinx est réduit toujours à un avant-train, c'est-à-dire que il y a une tête féminine, une poitrine féminine, mais ensuite il y a non pas un corps de lion, mais une simple patte unique de lion. Par ailleurs, vous voyez que les ailes de ce sphinx, on le voit ici, sont végétalisées. Donc nous sommes toujours en présence d'un mélange de différents éléments de la nature qui sont combinés en quelque sorte d'une manière très surprenante. Alors, il y a un autre thème très important, j'y reviendrai ensuite, qui apparaît à cette époque, c'est le thème de l'absence de pesanteur. Donc, la pesanteur, mais attention, L', l'absence de pesanteur. Et ici, on le voit sur cette fresque datable des années 70, à peu près avant Jésus-Christ. Cette fresque qui provient de la Villa des Mystères à Pompéi et qui est conservée au Musée national de Naples. Et on voit ici une architrave ionique à Faciae. Donc cette architrave est soutenue par un monstre qui est un griffon à tête d'aigle. Et par conséquent, ici, ce griffon, en quelque sorte, se substitue au chapiteau. Et on voit que l'architrave repose en particulier sur les ailes, sur les plumes et sur la crête qu'on voit mal ici, mais il y a une crête qui surmonte la tête de ces griffons à tête d'aigle ou d'ailleurs à tête de lion. Alors le thème de l'absence de pesanteur est très important aussi à cette époque. Alors évidemment, les praticiens, les sculpteurs ou les orfèvres, etc.,
étaient probablement la plupart d'origine grecque et plus spécialement attique. Mais un des points importants qu'il faut considérer, c'est que cet art ornemental ne s'est développé véritablement qu'en Italie, c'est-à-dire qu'il s'est diffusé, disons, essentiellement en Italie, surtout centrale, c'est-à-dire Latium et Campanie, golfe de Naples, qui était le lieu de résidence à la mode à cette époque. Et si on tourne le regard vers, disons, l'art ornemental en Attique à cette époque, on voit qu'effectivement les thèmes du mélange entre l'animal et le végétal, par exemple, sont présents, mais sont présents sous une forme beaucoup plus schématique, beaucoup moins développée. Et ici, je prends un exemple qui est assez extraordinaire, qui est le théâtre d'Oropos, O-R-O-P-O-S, Oropos, qui donc était à la limite entre la Béotie et l'Attique, où se trouvait un très grand sanctuaire qui a été en particulier favorisé par l'homme politique romain Sylla, et au début donc du 1er siècle avant Jésus-Christ. Et on voit ici ce qu'on appelle la proédrie, c'est-à-dire le premier rang de siège du théâtre, sous la forme de trônes en marbre, comme c'était l'habitude en Grèce pour les magistrats et les prêtres. Et vous voyez ici le décor d'un de ces trônes montre une patte de fauve qui est végétalisée en acanthe et d'où est issue donc une tige végétale avec une grande volute et quelques fleurs ici qui sont une, deux, trois, donc qui sont représentées, qui sont issues de la tige. Donc quelque chose qui est une fantaisie, si on peut dire, ce mélange végétal-animal. Donc il y a une espèce de progrès, si on peut dire, par rapport au trapézophore que j'ai montré tout à l'heure, où le motif animal et le motif végétal étaient séparés. Ici, ils sont réunis en quelque sorte, l'un donnant naissance à l'autre, mais nous sommes naturellement très loin de ce qu'on a vu tout à l'heure avec le trapézophore de la maison de Cornelius Rufus à Pompéi, ou bien du grand cratère d'argent d'Hildesheim. Voilà encore un autre exemple de relief, disons, néo-attique, découvert, ici il vient de Pergame, il est originaire d'Attique. Voilà encore un décor typique du monde grec de l'époque, avec simplement donc un petit culot végétal, d'où sortent des tiges qui s'entrelacent. Alors, ce sont des tiges d'acanthe qui, bizarrement, donnent naissance à de la vigne. Donc là, nous avons, disons, un mélange entre espèces végétales. Et on voit que, ici, bon, il y a une composition figurative avec une nymphe qui est déshabillée par deux satyres. Et vous voyez que ces personnages sont installés à l'intérieur même du motif de rinceau. La nymphe, peut-être Ariane, étant allongée sur le buisson d'acanthe, en tout cas le buisson végétal, et les deux satyres étant, vous voyez, sur les tiges. Et l'un, d'ailleurs, s'accroche ici à un sarment ou à une tige, exactement comme on l'a vu sur le grand cratère d'Hildesheim. Vous voyez, ce petit personnage s'accroche aussi à une tige, et lui aussi, il est installé sur une petite tige. Mais il y a évidemment une très grande différence entre le motif situé ici à gauche et celui de droite. Il y a une énorme complication de l'hybridité, si on peut dire, sur le cratère d'Hildesheim que nous n'avons absolument pas sur le relief attique. Donc tout se passe comme si, disons, ces praticiens d'origine grecque, au contact de la clientèle italienne, avaient en quelque sorte développé jusqu'à ses extrêmes limites une iconographie de la monstruosité du mélange des règnes et des espèces de la nature. Autre, ici, témoignage, si on peut dire, de cette complication en Italie. Vous voyez à droite, donc, toujours ce trapézophore de la maison de Cornelius Rufus. Je signale d'ailleurs qu'il en existe des copies d'époque moderne. Il y en a sur le marché de l'art. Des copies de ce trapézophore précisément. Donc on voit ici
c'est un entrain de griffon végétalisé. Et vous voyez à gauche, ici, on a retrouvé exactement le même trapézophore à Délos, donc en plein centre des Cyclades et en plein cœur du monde grec. Alors, il y a eu des débats sur cette quasi-identité des deux reliefs, des deux sculptures. Certains ont dit que celui de Délos venait d'Italie, et Filippo Coarelli, qui est un historien de l'art bien connu, de l'art romain, lui a considéré que c'était la preuve que les décors, disons, retrouvés en Italie, provenaient du monde grec, et d'ailleurs peut-être même de Délos. En réalité, je crois que ce qui est tout à fait extraordinaire ici, c'est la différence énorme de qualité entre les deux sculptures, au détriment de l'exemplaire de Délos et en faveur de celui de Pompéi. Et il me semble que tout se passe comme si, soit des ateliers en Attique travaillaient directement pour la clientèle romaine sur des cartons qui étaient en quelque sorte commandés par les Romains, ou bien tout simplement les ateliers s'étaient transportés en Italie même, ce qui est en grande partie connu par de maints témoignages, si vous voulez, et, disons, travailler sur place directement pour la clientèle romaine. Donc ici, l'impression que j'aurais, c'est que le sculpteur qui, à Délos, a réalisé ce trapézophore, a dû le réaliser d'après des cartons auxquels il n'était pas familier, et il y avait beaucoup d'Italiens à Délos qui ont pu commander ce genre d'œuvre sur place, mais en apportant en quelque sorte le modèle. Alors, j'en arrive à la question, évidemment, qui est centrale, qui est quelle est la signification de ces décors? Qu'est-ce qui est représenté ici? Eh bien, nous avons la chance de posséder deux textes qui parlent de cette esthétique de la monstruosité, et de textes naturellement rigoureusement contemporains à ses développements, à sa diffusion. Le premier texte, c'est le poème de la nature de Lucrèce, le De Rerum Natura. Lucrèce était, comme chacun sait, enfin, quoique certains le contestent aujourd'hui, ce qui est assez curieux, mais enfin, on a le droit de tout dire. Donc, même n'importe quoi. Donc, Lucrèce était épicurien, et il a fait un poème, le De Rerum Natura, sur la physique épicurienne. Non pas sur l'éthique, mais sur la physique. Et la physique épicurienne, telle qu'elle est exposée par Lucrèce, partait du principe que la nature présente des lois fixes. C'est-à-dire que les combinaisons d'atomes ne peuvent pas se faire n'importe comment. Elles se font selon des lois, dit-il. Il parle de pactes, des pactes certains, c'est-à-dire qui sont définis et qui ne se modifient pas. Et donc Lucrèce était très en colère devant les gens qui chantaient les louanges des monstres. Alors il a pris quelques exemples, comme le centaure, en expliquant qu'un centaure, ça ne peut pas exister, puisque un homme et un cheval n'ont pas du tout le même rythme de croissance. C'est ce qu'il explique dans le De Rerum Natura. Et il nous dit que les gens qui défendaient l'existence des monstres disaient que ces monstres avaient existé au début du monde, c'est-à-dire au moment de la création du monde. Et il dit que, appuyé sur ce seul mot de nouveauté, nouveauté du monde, eh bien, il raconte précisément n'importe quoi, et en l'occurrence, il parle d'existence des monstres. Alors, ceci est en particulier au livre 5 du poème de la nature, vers 907 et suivant. Et Lucrèce prend deux exemples. Il prend l'exemple des rameaux qui sortent d'un corps vivant, donc des rameaux qui sortent d'un corps vivant. C'est livre 2, vers 703. C'est exactement ce qu'on voit ici avec ce trapézophore. Et il parle aussi, au livre 5, vers 912, je cite, de petits arbustes qui font pousser des gemmes, des pierres précieuses. Or, nous connaissons bien ce motif, notamment par des peintures du golfe de Naples,
qui montre des rinceaux dont les fleurs sont serties de pierres précieuses, soit dans une villa de Bosco Reale, soit dans une autre villa à Torre Annunziata. Et il nous parle aussi, Lucrèce, d'Atlas qui fait tourner le monde avec ses mains, donc du thème de l'absence de pesanteur. Alors, c'est très intéressant ce que dit Lucrèce, c'est-à-dire qu'il dit que les gens qui défendent le thème de la monstruosité, en fait, le rattachent à la naissance du monde. Et si on réfléchit bien à ce que nous voyons sur ces décors, en réalité, que représente ici ce trapézophore? Il représente non pas des griffons, mais un état intermédiaire de la nature entre le chaos originel et la naissance des griffons. Ici, ce sont des griffons incomplets et qui continuent à se mélanger aux végétaux. Mais dans une étape suivante, nous aurons des griffons complets, si j'ose dire, et séparés du monde végétal. Donc ce que prétendait vraisemblablement représenter cette esthétique était un état de la nature au plus près du chaos, c'est-à-dire de la naissance du monde. Et nous avons un autre auteur qui nous parle de cette esthétique en termes extrêmement négatifs. C'est un peu plus tard, donc disons Lucrèce écrit dans les années 60 avant Jésus-Christ, il est parfaitement contemporain de ces décors, et l'autre auteur c'est Vitruve qui écrit lui aux alentours de 30 avant Jésus-Christ. Et Vitruve nous parle en particulier, avec beaucoup de colère, il faut le dire, au livre 7, où il parle de peinture décorative, donc au livre 7 de son traité de l'architecture, il nous parle de représentation peinte de fleurs, d'où sortent, dit-il, des moitiés d'êtres vivants. Or, ce motif, on le connaît exactement tel que Vitruve le décrit, sur des fresques, elles aussi peintes aux alentours de 30 avant Jésus-Christ, dans la fameuse villa de la Farnésine à Rome, qui d'ailleurs a été mise en relation avec la famille impériale, donc Auguste et sa famille, Agrippa notamment, son gendre, et dans cette villa de la Farnésine, dont les fresques sont conservées aujourd'hui au Palazzo Massimo alle Terme à Rome, donc dans les collections du Musée national romain qui sont dans le Palazzo Massimo, près de la gare de Termini. Eh bien, ces fresques montrent, vous voyez ici, une divinité égyptienne qui sort d'une fleur, et les rinceaux donnent naissance à des moitiés, c'est exactement ce que dit Vitruve, donc, qui nous parle de dimidiata sigilla, de figures représentées seulement pour leur moitié, et qui surgissent ici des fleurs. Alors Vitruve est très négatif, il dit, avec une certaine simplicité, que ces motifs n'ont jamais existé, n'existent pas et n'existeront jamais. Formule qui d'ailleurs en fait est empruntée à Homère et qui, disons, présente une apparence d'oracle, donc d'une très grande gravité. Alors, Vitruve parle de nouvelles mœurs à propos de cet art ornemental, novi mores. Nouvelles mœurs, ça veut dire en latin mœurs révolutionnaires. Et il nous dit donc qu'il s'agit que les gens qui soutiennent cet art décoratif sont des gens dépravés, donc il parle de mœurs dépravées. Alors, on peut se demander naturellement pourquoi cette esthétique de la monstruosité a rencontré un tel écho. Naturellement, les textes que nous avons sont des textes négatifs, qui portent un jugement très sévère. Nous n'avons pas les textes des défenseurs de cette esthétique, mais nous pouvons conjecturer que ces défenseurs de cette esthétique souhaitait représenter le chaos originel, enfin un état de la nature au plus près de la naissance du monde et du chaos originel, parce que nous sommes à une époque de guerre civile où beaucoup d'oracles circulaient à Rome qui qui prédisaient la renaissance du monde et la transformation du cosmos, ce qu'on appelait en grec la métakosmesis. Le terme est employé par l'historien Plutarque à propos d'oracles qui ont circulé à Rome. Et les Romains parlaient de renovatio mundi, la rénovation du monde. Et naturellement, l'oracle le plus célèbre que nous ayons est celui de la 4e bucolique de Virgile, où Virgile
annonce par la bouche de la Sibylle, de la prophétesse d'Apollon, annonce donc le retour de l'âge d'or. Et probablement donc il y avait une dimension, disons, politique, c'est-à-dire multiplier, diffuser une image de la renaissance du monde par justement l'imagerie disponible en quelque sorte de la naissance du monde, en montrant, je répète, un état d'hybridité qui est intermédiaire entre le chaos originel et les formes habituelles en quelque sorte de la monstruosité, c'est-à-dire, disons, toute la ménagerie monstrueuse des Grecs, les griffons, les centaures, etc. Et cette dimension politique est soulignée par quelques documents. Par exemple, ici, on voit un trapézophore de Pompéi avec un griffon, enfin plutôt un avant-train de griffon, si j'ose dire, en formation, un griffon en formation, et qui est végétalisé, comme on le voit ici. Or, cet avant-train de pseudo-griffon, n'est-ce pas, de griffon en attente de le devenir, est accompagné ici d'un motif où on voit une corne d'abondance contre une sphère cosmique. Or, le motif de la corne d'abondance contre la sphère cosmique est diffusé au même moment sur le monnayage de César, c'est l'époque où César est dictateur, après la bataille de Pharsale, dans les années 48-44, et on voit donc ce même motif qui, évidemment, corne d'abondance sur la sphère cosmique, ça veut dire que on promet en quelque sorte l'abondance dans le monde, on promet le retour de l'âge d'or. C'est une imagerie de politique et qui est une imagerie naturellement, c'est une promesse électorale si on peut dire, sauf que les élections étaient légèrement affaiblies à cette époque. Alors il y a un document tout à fait extraordinaire, c'est le seul meuble que nous possédons qui a été, que nous ayons conservé, qui a été possédé par un membre du Sénat au moment de l'assassinat de César, puisque vous voyez ici une sorte de tripode, un meuble à 3 pieds qui supportait une table, et vous voyez que ces 3 pieds sont formés d'une patte de lion végétalisée, d'où sort la gueule d'un lion. Donc, vous voyez, le lion ici, pour se déplacer, il devait sautiller, n'est-ce pas? C'est d'ailleurs des images de ces pattes qui sautillent toutes seules que l'on trouve chez Empédocle, dans le poème de la nature d'Empédocle. Aux origines du monde, après le chaos, on voit des bras qui se promènent, des hommes à tête de bœuf, des bœufs à tête d'homme, et des pattes qui se promènent toutes seules, si vous voulez. Or, ce meuble qui représente évidemment d'une manière particulièrement évidente ces origines du monde, eh bien, nous avons sur chacun des pieds le nom du propriétaire, Publius Casca Longus. Or, Publius Servilius Casca Longus est le personnage qui, d'après Plutarque, a porté le premier coup de poignard à César. Mais attention, ce personnage, donc le meuble a été retrouvé à Pompéi. Ce personnage était en réalité un des plus proches collaborateurs de César, et il faisait partie de ces gens qui se sont retournés contre César aux ides de mars 44, qui devaient être d'ailleurs les plus fanatiques, disons, en faveur de la révolution romaine, précisément. Donc il y a probablement une dimension politique, qui est confirmée d'ailleurs, puisque vous voyez ici le sanctuaire d'Éleusis, avec... Alors, ce qui reste, n'est-ce pas, c'est un peu triste. Ici, ce sont ce qu'on appelle les grands propylées d'Éleusis, qui ont été construits à partir d'Adrien, donc du début du IIe siècle après Jésus-Christ. Mais auparavant, un autre Romain avait construit des propylées qu'on appelle les petits propylées, et cet autre Romain s'appelait Appius Claudius Pulcher. Appius Claudius Pulcher est un personnage qui avait été consul, qui était membre du collège des augures et qui était assez proche de Cicéron, même si Cicéron s'en moquait un peu parce qu'il trouvait que Appius Claudius Pulcher était un peu mystique et qu'il croyait toutes les formes de divination. Bon. Or, ces propylées, vous voyez qu'il en reste peu de choses, si j'ose dire, en élévation, mais il est facile de restituer cette élévation étant donné le nombre d'éléments qui nous sont conservés. Or, ces propylées avaient une face extérieure donc à Éleusis
que vous voyez ici, avec une ordonnance, des chapiteaux, disons, figurés, on va les voir tout de suite, et puis au-dessus, un entablement qui est hybride, puisque se superpose à une architrave ionique à 3 bandeaux, à 3 fasciae, eh bien, une frise dorique. Alors, ce type de mélange entre les ordres est très courant à cette époque, à la fin de l'époque hellénistique. Voilà ici, donc, cette superposition de l'architrave ionique et de la frise dorique. Et on voit d'ailleurs sur l'architrave ionique l'inscription qui est en latin, ce qui n'est pas très banal à Athènes ou à Éleusis, à côté d'Athènes. Et vous voyez ici le nom du personnage, Poulcher, donc Appius Poulcher, qui est un de ces grands personnages de la fin de la République. Alors, Appius Claudius Poulcher était un ami très proche de Pompée, il était partisan de Pompée et adversaire acharné de César. D'ailleurs, ce personnage, disons, apparaît par exemple dans la Pharsale de Lucain, dans le grand poème de Lucain sur la guerre civile entre Pompée et César. Et ce qui est étonnant, c'est que la façade côté extérieur de cette porte monumentale de ces propylées montre des chapiteaux avec exactement les mêmes griffons que, disons, les griffons incomplets que nous avons vus sur les trapézophores à Pompéi et probablement qui donnent naissance à des rinceaux. Alors, ces moitiés de griffons ont des pattes de bovidés, exactement comme on l'a vu tout à l'heure sur le riton de Pontios, qui lui a été trouvé à Rome. Et autre caractéristique, il n'y a pas de calatos, de corbeille sur ces chapiteaux. Alors je rappelle que Vitruve, donc, qui écrit exactement au moment où les propylées d'Éleusis sont achevées, aux alentours de 30 avant Jésus-Christ, avait donc raconté cette fameuse anecdote de la naissance du chapiteau corinthien, le sculpteur Callimaque à Corinthe qui voit une tombe de jeunes filles, sur la tombe une corbeille, sur la corbeille une tuile, et l'acanthe qui, au printemps, se développe autour de la corbeille. Et Vitruve nous dit que Callimaque a eu l'idée du chapiteau corinthien avec ces 3 éléments fondamentaux, l'acanthe, la corbeille, le calatos, qui veut dire corbeille en grec, et l'abaque, qui est l'équivalent de la tuile. Ce qui veut dire que, d'après ce que nous dit Vitruve, qui emploie très souvent dans la description du chapiteau corinthien le mot pondus, c'est-à-dire le poids, donc ce qui supporte le poids de la tuile, c'est le calatos. Et l'absence de calatos, évidemment, veut dire que, à ce moment-là, disons, l'abaque serait soutenue par l'acanthe. C'est-à-dire que nous aurions une absence de pesanteur. La preuve que ceci était vu de cette façon à l'époque, je vous la montre tout de suite. En fait, le chapiteau des propylées d'Éleusis est une sorte de complication d'un type de chapiteau qui a été diffusé par les sculpteurs athéniens à partir de la fin du IIe siècle avant Jésus-Christ, et qu'on appelle les chapiteaux du type de Madia, M-A-H-D-I-A. Les chapiteaux du type de Madia parce qu'on a retrouvé dans un navire naufragé, dans une épave, au large de la ville de Madia en Tunisie, on a retrouvé un bateau qui a sombré autour de 80 avant notre ère. Et dans ce bateau, il y avait des chapiteaux très particuliers qui, en réalité, sont connus en plusieurs endroits, en Grèce, à Athènes, à Corinthe, etc., et qui ont été exportés en Italie, puisqu'on en a retrouvé dans ce navire naufragé de Madia, et on en connaît aussi, par exemple, à Pompéi. Or, ces chapiteaux du type de Madia, qui donc sont typiques de la fin de l'époque hellénistique, vous voyez, on voit ici une corbeille de feuilles, qui d'ailleurs n'est pas de l'acanthe. On voit une espèce de motif inspiré du griffon, mais schématisé à l'extrême, avec 2 ailes
qui finissent en fleurons, et entre les deux ailes, on voit une tête de griffon lion, donc tête de fauve, avec la crête et les deux cornes. Or, ici, il n'y a pas de calatos. Et par conséquent, ce qui est censé supporter le poids de la bac et de l'épistil, eh bien, ce sont les volutes végétales, ou les plumes, ou la crête de ce monstre. Et ceci est tellement extraordinaire que quand on a refait des chapiteaux du type de Madia, si j'ose dire, à l'époque impériale, comme à Corinthe, ici, ça c'est le portique ouest de Corinthe, on a sculpté des chapiteaux du type de Madia à la fin du 1er siècle après Jésus-Christ, et là les sculpteurs se sont sentis obligés d'ajouter le calatos, précisément, qui manquait dans la version originelle, si vous voulez, mais qui manquait dans la version originelle de manière consciente. C'est-à-dire qu'on voulait justement représenter la pesanteur, l'absence de pesanteur. Et la face interne des propylées d'Appius Claudius Pulcher est complètement différente de la face externe. Donc la face qui est tournée vers le sanctuaire introduit le thème de la cariatide dans l'art ornemental, si vous voulez, de ces portes. Alors probablement, là en une phrase, j'ai suggéré, disons, une interprétation, c'est que d'un côté, on nous montre le chaos originel, et sur la face interne, ce qu'on voit, ce sont des prêtresses qui sont en quelque sorte intégrées à l'architecture, car elles portent la corbeille des objets sacrés d'Éleusis sur leur tête, on les voit ici, et ceci probablement pour montrer qu'après le chaos, ce qui a été créé, c'est un ordre où l'humanité a une place subalterne. Et pourquoi ce sont des prêtresses? Parce que cette place subalterne, eh bien, l'humanité doit y exprimer sa piété à l'égard des dieux. Et il y a des, disons, Platon cite une phrase très célèbre où il dit que nous sommes, qui est tirée des mystères d'Éleusis, d'après ce qu'il dit, donc nous sommes dans le monde à une place de garde, on doit tenir un poste de garde et on ne doit pas le quitter. Et en échange, donc, les dieux, naturellement, s'intéressent aux hommes. Donc il y a là une espèce de message, si vous voulez, qui est plutôt, à mon avis, au détriment de cet art, de cette esthétique du chaos, qui ne souhaite pas la reproduire, puisqu'à l'intérieur, on voit au contraire une sorte d'image d'un monde stable, avec l'intégration, disons, de l'humanité pieuse à l'ordre du monde. Et j'en arrive donc à la révolution ornementale augustéenne, qui a mis, disons, un terme provisoire à cet art ornemental exubérant, disons, cet art marqué par ce thème du chaos. Alors, si on regarde les monuments construits en marbre au début du principat d'Auguste, oui, avant d'en parler, je cite évidemment, il y a contre l'hybridité, contre l'esthétique de la monstruosité, contre ces représentations d'un monde chaotique, un très célèbre texte d'un des meilleurs amis d'Auguste, un de ses plus fidèles interprètes, qui est le poète Horace. Horace, au début de l'épître aux Pisons sur l'art poétique, donc au début de l'art poétique d'Horace, ce sont les 5 premiers vers, Horace écrit ceci: « Si un peintre voulait ajuster sous une tête humaine le cou d'un cheval et appliquer des plumes de diverses couleurs sur des membres pris de tous côtés, dont l'assemblage terminerait en hideux poisson noir, ce qui était par en haut une belle femme, pourriez-vous, introduit pour contempler l'œuvre, vous empêcher de rire, mes amis ?» Donc, vous voyez qu'Horace commence l'art poétique par une condamnation de cette imagerie de la monstruosité qu'il qualifie, loin de la colère de Vitruve ou de l'indignation de Lucrèce,
qu'il qualifie tout simplement de risible. Alors, effectivement, l'époque d'Auguste a été sévère à l'égard des monstres de cette esthétique. Et la première chose qui réapparaît en quelque sorte, mais sous une forme obligatoire, sous une forme canonique, eh bien, c'est le thème de la pesanteur, précisément. Et ce thème de la pesanteur apparaît même renforcé par rapport à ce que l'on connaissait auparavant, puisque dans l'effort de redéfinition de l'ordre corinthien de la part d'Auguste, eh bien, non seulement les chapiteaux, évidemment, voient réapparaître d'une manière systématique le calatos, la corbeille, à l'époque d'ailleurs où Vitruve, si j'ose dire, s'en fait l'interprète et le défenseur. N'oublions pas que le De Architectura est dédié à Auguste, précisément. Mais il y a en plus un thème supplémentaire qui apparaît dans cette redéfinition de l'ordre corinthien par le pouvoir augustin, et ce thème qui exprime précisément la pesanteur, eh bien, c'est le modillon, ces petites consoles qui apparemment supportent le poids de la partie plafonnante des corniches. Les modillons, qui jusque-là étaient confinés dans les décors intérieurs, notamment en stuc, comme l'a montré un des spécialistes allemands des corniches, qui s'appelle von Esberg, donc dans sa thèse sur les corniches, justement, eh bien, les modillons vont apparaître dans les ordres extérieurs et ne plus les quitter. Donc il y a là une première manifestation d'une révolution tout à fait extraordinaire. Et ici, je vous montre un monument du Forum romain qui, vous le voyez, dans un état assez pitoyable. Ici, là où je vous montre cette petite image. Mais nous possédons les corniches. Il s'agit d'un monument qu'on appelle la Regia, R-E-G-I-A. La Regia, ça veut dire le palais royal. Et cette Regia a été reconstruite avec une façade en marbre au début du principat du règne, disons, d'Auguste. Et on voit ici que, disons, les modillons apparaissent dans ces corniches. Un autre monument qui montre une apparition précoce des modillons, c'est le temple qui a été dédié à César divinisé, le temple dit du divin Jules, du Divus Iulius, donc qui apparaît ici, qui occupait un des petits côtés du Forum romain. Et on voit ici donc des corniches du temple du Divus Julius, avec précisément ces modillons. Alors ces modillons d'ailleurs sont assez proches de ce qu'on appelle les mutules de l'ordre dorique, et d'ailleurs Vitruve confond en réalité les deux, puisqu'il emploie mutules, mais en réalité ce ne sont pas des mutules d'ordre dorique. Ici nous sommes bien devant un ordre corinthien ou ionique peut-être, on ne sait pas d'ailleurs pour le temple du Divus Julius, mais en tout cas nous ne sommes évidemment pas en présence d'un ordre dorique, ce sont des modillons précoces si on peut dire, c'est le retour de la pesanteur dans l'architecture. Et on voit ici un élément de frise qui ornait probablement le podium du temple du Divus Julius, et alors ici on voit une victoire ailée, une victoire ailée qui est curieusement végétalisée, qui donne naissance à des rinceaux. Et alors elle tient une des tiges ici. Bon, alors je ne vais pas ici entrer dans le détail, on a une déesse ici ailée qui tient aussi une tige. En réalité, c'est toute une composition symbolique vraisemblablement, mais qui continue en quelque sorte à utiliser ces mélanges entre les règnes de la nature et ici entre, disons, des formes humaines, et en l'occurrence c'est une victoire, et le monde végétal, puisque là encore on voit encore sur ce monument les végétaux qui sont issus d'un être vivant.
Alors, autre exemple précoce de ce retour de la pesanteur à Rome, dans les débuts du principat d'Auguste, puisque Auguste est victorieux de Marc-Antoine en 31 avant Jésus-Christ à la bataille d'Actium, et le temple que vous voyez ici, enfin ce qu'il en reste, eh bien c'est le temple d'Apollon sur le Palatin qui a été dédié en 28, donc 3 ans après la victoire d'Actium, donc qui a été dédié en 28 sur le Palatin. Alors, en général, les temples romains, ce qu'on en voit, c'est uniquement le béton de remplissage, et tout ce qui était visible était autour de ce béton, mais malheureusement, toutes ces parties ont été entièrement dépouillées, donc privées, on a démonté tout ce qui était en pierre, et par conséquent, il ne reste plus que le remplissage en béton de ces constructions. Eh bien, le temple d'Apollon Palatin, on en connaît bien l'ordre, c'est un ordre corinthien, et ici, vous voyez un de ces chapiteaux qui, naturellement, présente le kalatos, et avec l'acanthe, et remarquez que l'acanthe ici reste à digitation symétrique, c'est-à-dire que nous sommes dans une phase d'étapes, il y a des étapes, et ici nous avons le retour de la pesanteur, mais l'acanthe n'a pas été encore modifié. Nous sommes ici devant un temple dédié en 28 avant Jésus-Christ. Alors, Apollon était, disons, la divinité tutélaire d'Auguste. Apollon était le dieu qu'on prétendait être intervenu pendant la bataille d'Actium, qui aurait fait peser la balance en faveur d'Auguste. Apollon avait un sanctuaire à Actium. D'ailleurs, le musée du Louvre possède quelques vieux couroilles archaïques grecs qui en proviennent. Donc, Apollon était le grand dieu. Virgile, dans la 4e bucolique, dit que l'âge d'or revient et que c'est le règne d'Apollon. C'est le règne d'Apollon. Ce qui veut dire qu'Apollon se substitue à Jupiter. Autre temple d'Apollon, reconstruit aussi à l'époque, au début du principat d'Auguste, c'est le vieux temple d'Apollon qui, lui, remontait au 5e siècle avant Jésus-Christ et qui se trouvait au sud du champ de Mars. Ce temple d'Apollon du sud du champ de Mars s'est retrouvé à côté du théâtre que Auguste a construit ici et qu'il a dédié à son ancien gendre Marcellus, le théâtre de Marcellus, qui est le seul théâtre à Rome de la Rome antique encore visible. Alors d'ailleurs, le théâtre de Marcellus a été construit ici parce que, depuis 2 siècles, on célébrait des jeux théâtraux devant le temple d'Apollon, mais, disons, il y avait un interdit de construire des théâtres en dur. Donc, en fait, ici, ce théâtre a été construit à l'emplacement où les jeux scéniques en l'honneur d'Apollon se célébraient depuis déjà environ 2 siècles. Et ce temple d'Apollon présente, donc entièrement reconstruit, probablement à l'initiative d'Auguste. Là, il y a des discussions parce qu'un ami de Marc-Antoine, qui s'appelait Sosius, S-O-S-I-U-S, avait, semble-t-il, enfin même certainement, apporté une statue pour ce temple qui venait de Turquie, d'Asie mineure. Alors des gens disent que c'est lui, Sosius, qui a refait le temple, et je pense avec Pierre Gros que c'est probablement Auguste qui était le seul à avoir le pouvoir et dont on voit mal comment il aurait pu laisser un ancien ami de Marc-Antoine s'occuper d'Apollon. Bon, peu importe. En tout cas, ce temple présente toutes les caractéristiques de cette restauration de la pesanteur avec le karatos, vous les voyez ici dans les chapiteaux corinthiens, et avec les modillons. On les verra ensuite. Donc la pesanteur. Mais une caractéristique de ces débuts du corinthien romain augustéen, c'est la surabondance des ornements emblématiques, des végétaux emblématiques. Alors ici, naturellement, on voit par exemple, j'ai entendu crier laurier, et comme on a raison de le crier, donc effectivement, vous voyez que, non, rassurez-vous, je n'ai pas d'hallucination auditive,
c'est un petit truc pour réveiller, n'est-ce pas? Donc, vous voyez ici des lauriers qui d'ailleurs sont traités dans un style naturaliste, bizarrement, et qui ne sont pas transformés, si vous voulez, disons, dans un style qu'on pourrait qualifier d'ornemental. Donc le laurier apparaît ici, c'est le laurier, bien entendu, d'Apollon. Alors, les chapiteaux corinthiens de ce temple d'Apollon au sud du champ de Mars, c'est le temple d'Apollon qu'on appelait près du théâtre de Marcellus, eh bien, sont surabondamment pourvus d'ornements emblématiques. Par exemple, on voit ici des touffes de laurier, le laurier apollinien, sous les volutes. Alors ça, c'est très curieux. Donc ici, on a un chapiteau corinthien normal, mais avec un ajout, si vous voulez, du végétal emblématique d'Apollon, le laurier. Et on ne connaît d'ailleurs qu'un exemple de copie de ce chapiteau, qui est à Ravenne, sur une porte augustéenne. On voit le laurier sous les volutes, donc c'est la porte d'or, Porta Aurea de Ravenne, avec ce motif de laurier ici sous les volutes. Vous voyez ici le modillon du temple d'Apollon du sud du champ de Mars. Et de nouveau, disons, les végétaux emblématiques viennent se placer dans les ornements les moins visibles du bas, en regardant le temple du bas, si vous voulez. On voyait ici des feuilles de laurier apollinien qui viennent se nicher jusque dans des petits registres ornementaux, ici. Je vous signale par parenthèse que le temple reconstruit par Auguste a bénéficié d'un fronton tout à fait étonnant, puisque c'est un fronton grec du 5e siècle avant Jésus-Christ qui a été démonté en Grèce et remonté dans le fronton du temple d'Apollon du sud du champ de Mars. Et la reconstitution du fronton est visible dans une centrale thermoélectrique du sud de Rome, n'est-ce pas, qui a été transformée en musée par les autorités archéologiques de la ville de Rome, le Capitole donc. C'est la Centrale Monte Martini, dont je vous recommande la visite. On y voit des statues antiques au milieu des turbines. Et donc ici, en l'occurrence, c'est le chapiteau pris en Grèce sur des dépouilles et remonté à Rome. Alors, à l'intérieur du temple, il y avait un art ornemental extrêmement complexe que je n'ai pas le temps de développer, mais vous voyez ici une restitution avec des marbres de couleur, avec des niches qui alternaient des frontons rectangulaires et des frontons cintrés. Il y a tout un répertoire égyptisant très étonnant dans le décor, dans les corniches de ces petits édicules. Et les chapiteaux de l'ordre inférieur, donc à l'intérieur du temple d'Apollon du sud du champ de Mars, présentent une composition très étonnante. Ce sont des chapiteaux corinthiens, si vous voulez, avec le calatos, mais avec des emblèmes apolliniens qui sont mélangés, superposés. Ici, un trépied, que vous voyez ici sur la photo, ici la restitution graphique, et aussi des serpents. Alors les serpents ont parfois un symbolisme apollinien, mais il faut dire qu'en plus, il y avait une histoire qu'on racontait, c'est que la maman d'Auguste s'était trouvée dans ce temple, elle y avait passé la nuit, et un serpent, Apollon en l'occurrence, serait venu la visiter, et 9 mois plus tard, eh bien, Auguste aurait vu le jour. Tout ceci est raconté dans la vie d'Auguste de Suétone, qui était tout de même un secrétaire particulier d'Adrien et qui passait pour un homme sérieux. Alors, pourquoi cette invasion des végétaux emblématiques? Eh bien, parce que nous sommes dans une période disons, de guerre, enfin, nous sommes dans les lendemains de la guerre civile, où les végétaux emblématiques ont été abondamment utilisés dans des monnayages qui ont été extrêmement diffusés, puisqu'on a émis des millions de monnaies pour solder toutes les légions
qui se sont affrontés au fil des années dans ces guerres civiles. Et les monnayages, en particulier de Marc-Antoine, ont connu une diffusion très au-delà de la mort de Marc-Antoine, puisqu'on a retrouvé un siècle, 2 siècles plus tard, ces monnaies circulaient encore. Il y a au musée de Lyon, au musée archéologique de Lyon, une bourse d'un légionnaire d'époque impériale qui est exposée d'ailleurs et où on a retrouvé des deniers de Marc-Antoine. Alors, Marc-Antoine, vous voyez qu'il y avait un sympathique profil de gladiateur, d'après Cicéron, mais Cicéron était relativement médisant à l'égard des gens qui n'étaient pas d'accord avec lui. Donc, Marc-Antoine apparaît, par exemple, sur cette monnaie, couronné de lierre, et on voit ici le lierre qui orne la périphérie de cette monnaie. Eh bien, pourquoi le lierre? Eh bien, parce que Marc-Antoine se faisait surnommer le nouveau Dionysos. Alors, c'est dit d'ailleurs bizarrement en latin par un historien qui s'appelle Velleius Paterculus. Il dit Novus Liber Pater. Bon, en réalité, c'est un titre grec, bien entendu, nouveau Dionysos, et c'est un surnom qui était attribué, enfin que s'était attribué beaucoup de rois successeurs d'Alexandre, ce qu'on appelle les rois hellénistiques, par exemple Mithridate s'était fait surnommer Néos Dionysos. Bon, c'était le cas donc de Marc-Antoine. Alors, nouveau Dionysos, évidemment, c'était, si vous voulez, disons, un titre qui servait une propagande politique, car Dionysos passait pour le dieu, évidemment, du vin, du théâtre, de la vie heureuse. Il y a un très bel hymne à Dionysos dans les Bacchantes d'Euripide, où Dionysos est célébré comme le dieu de la paix, le dieu qui aime le bonheur et qui incite les hommes à être heureux, précisément. Et donc c'était, disons, tout un programme politique. Le fait de s'affubler de ce titre de Néos Dionysos, bon, qui était donc très répandu, je répète, chez les rois grecs. La pièce d'Euripide, d'ailleurs, était toujours très célèbre, puisque le fameux Crassus, qui a été vaincu par les Parthes, a fini sa vie dans la pièce des Bacchantes d'Euripide, qui avait été jouée devant le roi d'Arménie et le roi des Parthes. On avait utilisé sa tête tranchée, n'est-ce pas, pour la dernière scène, celle où la maman brandit la tête de son fils et qui s'aperçoit que c'est son fils. En l'occurrence, c'était la tête de Crassus. Bon, donc Dionysos était extrêmement populaire et Marc-Antoine avait repris donc cette popularité à son compte. Mais Auguste, inversement, avait émis des monnaies contre son adversaire et lui, vous le voyez ici, eh bien, représentait le laurier d'Apollon dont il se couronnait et qui, vous le voyez ici sur cette monnaie, entoure ici la monnaie, centrée sur la divinité de la paix. Et on voit ici au revers de la monnaie de Marc-Antoine une ciste. En fait, ce type de monnaie, c'est ce qu'on appelle les cistophores, des monnaies surtout de Pergame, d'Éphèse, qui représentent la corbeille qu'on appelle la ciste dionysiaque. Alors, vous voyez qu'ici, c'était encore une époque où Marc-Antoine, célébrait son épouse Octavie, la sœur d'Auguste. C'est avant la phase finale où, naturellement, il s'est retrouvé aux côtés de Cléopâtre. Et ici, donc, la monnaie d'Auguste réplique à celle de Marc-Antoine. Elle est plus récente. On retrouve la ciste, mais à l'arrière-plan. Et au premier plan, eh bien, c'est la paix qui est représentée. Donc, il y a ces batailles d'emblèmes qui, évidemment, correspondent à ces batailles de dieux, les dieux dont se réclamaient les adversaires de la guerre civile. Et il y a un monument qui est naturellement un véritable manifeste de l'art ornemental augustéen. Eh bien, le monument, c'est l'autel de la paix Auguste, en latin, l'Ara Pacis Augustae. Alors, cet Ara Pacis Augustae,
a été, disons, reconstitué avant la guerre par un archéologue italien qui s'appelle Giuseppe Moretti en 1938. Alors, comme il y a eu quelques événements, puisque M. Mussolini a décidé bizarrement de déclarer la guerre à la France en 1940, ça a beaucoup retardé la publication du livre de Giuseppe Moretti, donc qui n'est paru qu'en 1948. Mais Mussolini avait construit un musée de l'Arapakis, enfin, avait placé la reconstitution de l'Arapakis à l'intérieur d'une sorte d'enveloppe de verre de Saint-Gobain, d'ailleurs, et qui, à mon avis, d'ailleurs, était très réussi. Et récemment, peut-être, vous savez qu'un architecte américain donc, a reconstruit donc l'Arapakis, et d'une manière assez bizarre, qui fait qu'il y a toujours une lumière zébrée, n'est-ce pas, sur le monument que nous n'avons pas connu avant. Bon, enfin, bon, ça fait partie de ce qu'on appelle le progrès, probablement, dans les services archéologiques de la commune de Rome. Alors, l'Arapakis se présentait non pas comme un temple, mais comme un simple autel. Vous voyez ici l'autel sur cet écorché, entouré donc d'une sorte d'enceinte en marbre, une enceinte en marbre, et disons les ornements se répandent partout puisque la face externe de l'enceinte est ornée de rinceaux sculptés en relief et la face interne est ornée de guirlandes donc, qui sont comme suspendues tout autour de l'autel. Je n'entre pas dans tous les détails évidemment, mais vous voyez ici que la face interne de l'enceinte, alors d'ailleurs les plus beaux reliefs en marbre ont été en fait moulés pour la reconstitution, car les plus beaux reliefs en marbre qui représentent ces guirlandes sont en réalité intégrés à la façade côté jardin de la Villa Médicis à Rome. Donc ici, alors on ne les a pas retirés naturellement de la Villa Médicis, donc ils sont ici, ce sont des moulages. Alors qu'est-ce qu'on voit ici? Ce qu'on voit ici, bizarrement, c'est la représentation d'une palissade de sanctuaire rustique, palissade en bois qui, vous le voyez, n'occupe que la partie inférieure des entrecolonnements entre les piliers. Voilà les piliers, les entrecolonnements. La palissade n'est placée que sur la moitié inférieure et les guirlandes qu'on voit ici sont censées pendre dans le vide, dans le monument réel, si vous voulez. Et nous avons ici à droite une peinture contemporaine augustienne où l'on voit un de ces sanctuaires rustiques. Vous voyez que la palissade n'occupe que la moitié inférieure, le reste est vide. Alors, pourquoi est-ce que... J'ai cru entendre cette question. Non, je n'ai rien entendu. Pourquoi est-ce que Auguste a reproduit un modèle de sanctuaire rustique? Probablement parce que Virgile, dans les Géorgiques, a un texte très célèbre, le fameux texte « Ô bienheureux les agriculteurs », etc., où il dit que à la fin du premier âge d'or, l'âge d'or du temps de Chronos, ou chez les Romains Saturne, eh bien, au temps du premier âge d'or, les paysans, eh bien, quand l'âge d'or a disparu, sont les seuls à avoir conservé la piété. Et la piété, dit-il, à l'égard des parents, c'est-à-dire le respect des parents et en même temps des tombeaux, et la piété à l'égard des dieux, c'est-à-dire les rituels et naturellement la dévotion à l'égard des sanctuaires. Par conséquent, on a diffusé à l'époque augustienne un genre de peinture qu'on appelle les peintures sacro-idylliques et qui montre des montagnes, c'est-à-dire les parties les plus éloignées des villes, les plus reculées, ou d'humbles bergers qui ne sont vêtus, vous voyez, que d'une peau de bête. Il est nu ici, ce berger, il n'a que la peau de bête, et il vient apporter une bête de son troupeau pour la sacrifier à un sanctuaire de montagne, un petit sanctuaire qui n'est constitué que d'un autel dans une modeste enceinte. Donc, disons que l'Arapakis, l'autel de la paix Auguste, en réalité, représente le retour de la piété
et le retour de la piété du premier âge d'or, celle qui s'était conservée, dit Virgile, chez les paysans, donc le retour de la piété dans les villes, et plus précisément, bien entendu, à Rome. Et l'autel de la paix Auguste est un autel dédié à la grande divinité de l'âge d'or, qui est la Pax, la paix, puisque l'âge d'or se caractérise par la paix, la piété, la justice et l'abondance. Paix, piété, justice, abondance, ce sont les différents aspects de l'âge d'or. Et la paix, évidemment, est un aspect majeur du retour de l'âge d'or. Alors, les rinceaux de l'Arapakis sont très spectaculaires par la virtuosité des sculpteurs qui les ont réalisés. Et ces rinceaux, je vous montre ici un des décors qui se trouve. Donc il y a en fait six décors de rinceaux. Il y en a 2 sur les longs côtés, comme on dit, nord et sud. Et puis il y en a 4 sur les côtés de l'enceinte où se trouve une porte. Donc de chaque côté des 2 portes, il y a ces décors que vous voyez ici de rinceaux. Avec un grand buisson d'acanthe, des tiges principales qui sont issues de ce buisson. Ces tiges ondulent régulièrement et dans chaque ondulation prend naissance une tige secondaire qui, à son tour, donne naissance à une fleur. Et l'endroit où naissent les pédoncules, les volutes, eh bien, l'endroit où naissent ces pédoncules est marqué par une grande feuille d'acanthe, ce que les botanistes appellent la bractée, B-R-A-C-T-I-E, la bractée, c'est-à-dire la feuille qui accompagne la naissance d'un pédoncule sur une tige. Bon, tout ceci relève, disons, de la définition du rinceau qui existe dans l'art ornemental grec, au moins depuis le 5e siècle avant Jésus-Christ. Mais ici, nous avons un retour au modèle grec, disons, du rinceau, mais en même temps quelques caractéristiques, et en particulier l'extrême abondance de l'acanthe dans le décor, qui envahit tout, et même d'ailleurs qui envahit jusqu'à certaines fleurs dont les pétales ressemblent aux feuilles d'acanthe. Alors, ces rinceaux de l'Arapakis ont été mis en rapport dans un article qui a fait date en 1962, dont vous avez le titre dans la bibliographie, du Norvégien Hans-Peter Lorange, un article où les rinceaux de l'Arapakis étaient mis en rapport étroit avec les textes, enfin, la poésie augustéenne, et plus précisément avec la fameuse 4e bucolique de Virgile, où Virgile fait prédire par la Sibylle de Cumes le retour de l'âge d'or. Et effectivement, Lorange a souligné le fait que nous avons dans les rinceaux de l'Arapakis une véritable illustration du texte de Virgile, puisque Virgile, disons, symbolise le retour de l'âge d'or par une espèce de prolifération végétale, une fécondité extraordinaire de la nature végétale spécialement. Et par exemple, Lorange notait que dans le texte de Virgile, il est question de lierre marié à l'acanthe. Et effectivement, vous voyez par exemple ici un rameau de lierre et à côté, nous avons donc ces grandes volutes d'acanthe. Et vous voyez d'ailleurs que l'acanthe ici part du buisson, continue avec la grande bractée et même les pétales de cette étonnante fleur ressemblent beaucoup à de l'acanthe. Et ici, c'est un peu la même chose. Donc, acanthe et lierre. Le lierre est ici, avec les feuilles caractéristiques, et les corymbes, qui sont les fruits du lierre. Et d'autre part, il cite un autre passage où il est dit ceci: la grappe vermeille pendra aux ronces sauvages. Et effectivement, on voit ici une grappe de raisin qui pend donc dans ce décor. Bon, je n'entre pas donc dans tous les détails. Mais en réalité, c'est vrai que, disons,
la 4e bucolique de Virgile est citée en ce sens que, évidemment, les rinceaux de l'Arapakis symbolisent une espèce de prolifération végétale, donc une sorte de fécondité extraordinaire de la nature. Mais il y a d'autres détails qui font penser que ce n'est pas simplement une citation de la 4e bucolique. Ce n'est pas simplement une sorte de représentation en général de la fécondité végétale symbolisant le retour de l'âge d'or que l'on voit ici. Il y a des choses plus particulières, plus précises. Par exemple, ici, on voit la vigne et le lierre. Mais évidemment, la vigne et le lierre, eh bien, ce sont des végétaux emblématiques de Dionysos. Et Dionysos, eh bien, c'était le dieu du vaincu d'Axiome de Marc-Antoine. Or, justement, ce qui est très curieux ici, c'est que la vigne et le lierre occupent une place très limitée. Et limitée par quoi? Par les volutes d'Acanthe, précisément. En sorte qu'on a ici l'impression que, enfin, même je crois la certitude, que ces végétaux dionysiaques sont bien présents, mais ils sont cantonnés en quelque sorte dans un espace réduit par la prolifération géométrique, si on peut dire, de l'Acanthe. Or, il se trouve que nous avons un texte de Virgile qui précisément oppose d'un côté la vigne et le lierre, les végétaux dionysiaques, et de l'autre l'Acanthe. Alors ce texte, il est dans la 3e bucolique, pas dans la 4e. Et dans cette 3e bucolique, il y a deux bergers qui s'opposent dans une compétition poétique. Hein, c'est ce qu'on appelle les chants amébés dans le monde, dans la littérature grecque, repris par Virgile. Et en particulier, donc ces deux bergers. Il y en a un qui s'appelle Ménalque, M-E-N-A-L-Q-U-E, Ménalque, Ménalcas, dans le texte latin. Donc ce Ménalque propose comme enjeu de la compétition des coupes en bois. Et il dit que ces coupes en bois sont décorées sur la bordure de la coupe de Ménalque, il y a de la vigne et du lierre. Et il explique que cette vigne et ce lierre se mélangent de manière dissymétrique. Il emploie le mot diffusos en latin. Donc, pourquoi la vigne et le lierre? Eh bien, parce que une coupe, c'est fait pour boire du vin, et traditionnellement, on décore les coupes pour boire du vin dans le monde grec avec les végétaux emblématiques de Dionysos. Mais curieusement, l'autre berger, qui s'appelle Damète, en latin Damoetas, Damète, eh bien lui, curieusement, il décrit sa coupe, ou ses coupes, en deux vers simplement. Il y a un vers consacré au décor végétal, au décor ornemental, et un vers pour le registre figuratif. Alors, je ne suis pas entré dans les détails pour la coupe de Ménalque, mais pour celle de Damète, celle de Damète est extraordinaire. Voilà ce que dit Virgile. D'une anse à l'autre, il a entouré le vase d'une flexible acanthe. Donc, d'une anse à l'autre, il a toute la bordure du vase, c'est de l'acanthe. Et au milieu, il a mis Orphée, et sur les pas d'Orphée, les forêts en marche. Les forêts en marche. En fait, bon, je ne vais pas, n'est-ce pas, prendre du temps pour parler latin, car en général, ça produit une fuite panique. On est obligé d'appeler à la fac les pompiers, parfois. Mais je vais quand même vous citer rapidement, si vous voulez, pour vous dire l'importance. Donc, les deux vers, c'est « Et molli circumstansas amplexus acanto » Orpheaque in medio posuit siluasque sequentis. Ces deux vers, de ces deux vers, et même du premier de ces deux vers, je pense, est sorti tout le classicisme augustin. Pourquoi? Parce que le premier vers, et molli circumstansas amplexus acanto, est un rare exemple de vers spondaïque dans les hexamètres dactyliques romains, c'est-à-dire un vers qui ne connaît que des rythmes longs. Or, le rythme spondaïque était considéré dans l'Antiquité comme un rythme qui avait même une efficacité sur l'humeur des gens. Pythagore, par exemple, avait fait jouer un flûtiste avec le rythme spondaïque pour calmer des jeunes gens excités.
Il faudrait demander au CRS si c'est vraiment facile. Donc, un rythme extrêmement lent et régulier, et marqué par des allitérations, des sonorités identiques, ansas, amplexus, accanto. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Virgile dit que le décor d'acanthe est un rinceau d'acanthe. Un rinceau d'acanthe, vous le voyez, qui est caractérisé par la régularité de son rythme, les ondulations et les volutes. Et d'autre part, par l'homogénéité de l'habillage végétal. C'est les allitérations qui répètent en quelque sorte le même habillage, si vous voulez. Or, ce rinceau d'acanthe très régulier correspond à la représentation d'Orphée qui est en dessous. Orphée, c'est qui? C'est le poète qui est capable, par la musique de sa lyre, d'imposer à la nature son propre rythme et de rendre les animaux sauvages, de les rendre inoffensifs et de faire se mouvoir les rochers et les forêts derrière ses pas. Donc Orphée est par excellence l'artiste qui est capable de créer autour de lui l'âge d'or, c'est-à-dire de transformer la nature autour de lui. Donc il y a une correspondance ici entre Orphée, poète capable de créer autour de lui l'âge d'or, et le rinceau d'acanthe qui en quelque sorte traduit cette recréation de la nature qui est en quelque sorte à la fois féconde mais qui a un rythme qu'on lui impose, un rythme régulier si vous voulez, qui est produit par l'effet de la musique du chanteur d'Orphée. Donc, alors, ce qu'on voit ici, c'est justement l'acanthe qui est représenté avec ce rythme artificiel, avec ce rythme qui est une création. Et on voit par contre la vigne et le lierre qui ont un petit territoire très limité et en plus qui sont représentés d'une manière réaliste justement. Donc il y a, c'est exactement l'opposition virgilienne. Et par conséquent, probablement ici, si vous voulez, ce qui apparaît, c'est un âge d'or, en quelque sorte virgilien, où l'acanthe symbolise la recréation du monde et sa fécondité, et où à l'inverse, les végétaux dionysiaques sont en quelque sorte placés dans une position subalterne. Et le laurier apollinien, évidemment, le laurier occupe une place énorme dans les décors des temples d'Apollon. Il y en a deux maintenant à Rome, on l'a vu tout à l'heure avec la frise du temple d'Apollon du sud du champ de Mars, le laurier se répand partout, sur les bonnets, etc. Mais dans les rinceaux de l'Arabakis, il n'y a qu'un petit rameau de laurier qui est perdu au milieu de l'acanthe. Alors c'est très étrange, pourquoi réduire le végétal d'Apollon à un simple rameau? Eh bien vraisemblablement parce que là encore Virgile est cité, ce rameau ici est perdu dans l'acanthe, mais il y a deux signes qui désignent en quelque sorte au-dessus des rinceaux d'acanthe qui désignent le rameau de laurier, et les signes sont des animaux emblématiques d'Apollon. Et or, une composition où deux oiseaux emblématiques désignent un rameau qui est perdu au milieu de feuillage, eh bien c'est une composition virgilienne, c'est le fameux texte du rameau d'or dans le livre 6 de l'Énéide. Énée doit trouver un rameau perdu dans une forêt, et pour trouver ce rameau, Vénus envoie ses oiseaux emblématiques, les colombes. Les colombes se posent au-dessus d'un arbre et désignent le rameau d'or par leur présence au-dessus de l'arbre. Eh bien, cette composition, c'est la composition du rameau d'or, sauf qu'ici, il y a les signes d'Apollon et il y a le laurier d'Apollon. Ce qui veut dire que Apollon est présent, il est mis en valeur par une citation virgilienne, mais le végétal qui est chargé de reconquérir les espaces décorés de l'architecture, eh bien c'est l'acanthe. C'est l'acanthe qui est en quelque sorte, si j'ose dire, avec la bénédiction, le baptême virgilien, c'est l'acanthe qui est chargé par Auguste de reconquérir les espaces de l'architecture pour célébrer précisément le retour de l'âge d'or et la renaissance du monde. Je vous signale que la jonction entre un animal emblématique et un végétal emblématique eh bien, a été diffusée à des millions d'exemplaires par les Athéniens entre le 6e et le 1er siècle avant Jésus-Christ, avec la chouette et l'olivier d'Athéna sur le revers de leur monnayage. Alors, je vais peut-être commencer l'atterrissage, comme on dit,
dans l'aviation, mais par palier, rassurez-vous. Donc, je voulais insister d'abord sur le fait que les rinceaux de l'Arapakis s'inspirent de modèles classiques. Donc, vous voyez ici le buisson d'acanthe, la première grande ondulation, ensuite la petite ondulation de la tige principale, et pour finir, les palmettes. Eh bien, c'est ce qu'on voit sur beaucoup de décors classiques du 5e siècle avant Jésus-Christ. Je vous en montre deux ici. On pourrait multiplier les exemples. Disons que le patron géométrique des rinceaux de l'Arapakis est directement issu de l'art ornemental grec et spécialement attique. Mais il y a autre chose. Il y a ce qu'un des commentateurs les plus avisés de ces rinceaux, qui s'appelle Theodor Krauss, dont j'ai cité le livre dans la bibliographie, et que j'ai eu l'honneur de connaître en 1978, quand il dirigeait l'Institut archéologique allemand de Rome. Donc Theodor Krauss, dans un livre tout à fait classique, a insisté sur ce qu'il appelait l'acantisation, et effectivement des rinceaux de l'Arapakis, c'est-à-dire cette prolifération de l'acanthe, et aussi la végétalisation, le naturalisme. Vous voyez qu'ici, on est très près de la nature, on donne l'illusion que ces végétaux sont des végétaux réels. On est très loin donc de ce que je vous avais montré tout à l'heure, c'est-à-dire la schématisation des motifs végétaux dans l'art attique de la fin de l'époque hellénistique. Rappelez-vous les trônes d'Oropos, rappelez-vous donc ces acanthes symétriques, vous vous rappelez, aux digitations symétriques. Donc ici, il y a une volonté de représenter une nature vraisemblable, une nature telle qu'elle est dans la réalité. Or, c'était quelque chose qui existait, non pas dans l'art attique, mais qui existait en Asie mineure, à l'époque hellénistique en particulier. Ici, vous voyez des exemples assez stupéfiants qui viennent de Pergame, des frises de Pergame du IIe siècle avant Jésus-Christ, qui sont conservées au musée de Pergame à Berlin. Ici, un autre exemple de cet art ornemental d'Asie mineure. Alors, ce sont des frontons qui ont été retrouvés à Rome, qui sont antérieurs à l'Arapakis et qu'on appelle les frontons des jardins de Salluste. Et vous voyez ici cette fleur stupéfiante avec ses pétales qu'on dirait réels ici. Et alors, cet art, ce traitement, réaliste ou même naturaliste du végétal existait à Rome, mais dans des ateliers d'origine asiatique, pergaménienne ou autre. Et l'Arapakis, les rinceaux de l'Arapakis constituent une sorte de synthèse. Alors, de quoi s'agit-il? Alors, vous me direz les monstres. Excellente question que je viens d'entendre, mais les monstres continuent une existence très, mineure, et on les voit quand même dans un contexte assez glorieux, qui est le temple dédié par Auguste en 2 avant Jésus-Christ à Mars Vengeur, à Mars Ultor, donc dans son forum, le forum d'Auguste. Alors le forum d'Auguste, évidemment, est assez mal conservé, comme vous le voyez ici, mais nous possédons quand même 3 colonnes encore debout et même une partie des murs de la cella, de ce temple de Mars Ultor. Vous voyez que le chapiteau de Mars Ultor a 2 grandes caractéristiques. C'est donc le retour, évidemment, du chapiteau corinthien normal avec le kalatos, le thème de la pesanteur, et en même temps, vous voyez que l'acanthe a une espèce de végétalisation, de vraisemblance végétale assez étonnante, avec même d'ailleurs des digitations en forme de feuilles d'olivier, comme on l'a remarqué, qui donnent, à cet acanthe, en quelque sorte, une sorte d'enrichissement végétal et une très grande douceur dans la sculpture. Et vous voyez ici, je vous montre le détail précisément ici, par exemple, on le voit très bien, la superposition des digitations qui, en fait, évidemment, c'est la dissymétrie qu'on rencontre dans la nature et non pas la symétrie, plus loin symétrie artificielle que nous avions dans l'art ornemental attique qui s'est diffusé à la fin de l'époque hellénistique. Donc, disons, une vraisemblance végétale qui est quelque chose de tout à fait... qui fait partie
de cette révolution ornementale. Et nous avons une reproduction sur un relief de la façade du temple de Mars-Ultor. Vous voyez que les modillons sont représentés sous les corniches par le sculpteur qui a reproduit d'une manière très fidèle le monument. Alors, curieusement, l'ordre intérieur de Mars-Ultor comportait des colonnes sur les côtés de la cella, et ces colonnes avaient des chapiteaux très étonnants, des chapiteaux figurés avec des Pégases. Or, ces Pégases, eh bien, si vous voulez, alors là, nous sommes dans le retour, pas c'est chaos, le retour, n'est-ce pas, le retour de l'esthétique du chaos, puisque non seulement, évidemment, les Pégases sont des chevaux ailés, n'est-ce pas, ce qui est relativement rare dans la nature, mais en plus, leurs ailes sont végétalisées. Vous voyez qu'ici, les ailes sont acanthisées. Il y a là un paradoxe. Pourquoi les Pégases? Eh bien, disons, la présence des Pégases est liée au fait que, d'abord, ces Pégases se trouvaient sur le casque du dieu Mars-Ultor. Donc, il répète en quelque sorte le motif du casque du dieu à qui le temple est dédié. Et en réalité, le casque de Mars-Ultor, c'est le même que celui d'Athéna Parthénos, sculpté par Phidias. Mais en plus, Pégase est présenté par Horace comme le cheval ailé qui permet à Romulus de monter au ciel. Donc, enfin, c'est en tout cas l'interprétation qu'a donnée du passage d'Horace Pierre Gros, je crois avec raison. Donc, c'est en quelque sorte le véhicule de l'apothéose du fondateur de Rome, Romulus, et le symbole de l'apothéose future d'Auguste et de ses successeurs. Mais pourquoi ici ce Pégase végétalisé? Je crois que la réponse est un peu compliquée, mais en fait, ce qu'on voit, chose très curieuse, c'est que ce Pégase est végétalisé, mais vous voyez que les ailes sont plaquées ici contre la baque, c'est-à-dire qu'elles ne supportent pas le poids de la baque, d'autant plus que nous avons ici le calatos. Donc ce chapiteau est un chapiteau en quelque sorte normal, corinthien normal, sauf que on y ajoute des Pégases végétalisés. Or, il me semble que, en réalité, l'explication, vous voyez que les ailes des Pégases sont disposées en volute. Donc je crois qu'en fait, ce que, disons, les responsables de l'art ornemental augustéen ont voulu montrer ici, c'est que ces Pégases, s'ils ont des ailes en volute, c'est qu'en réalité, ils n'existent que par rapport aux chapiteaux corinthiens. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'existence, on veut montrer qu'ils n'ont pas d'existence réelle, on ne croit pas à l'existence des Pégases. En réalité, les Pégases ne sont ici présents que comme symbole en quelque sorte, mythologique en quelque sorte de l'apothéose. Bon, je n'entre pas dans les détails, je crois que tout ceci se relie en réalité à l'importance, au poids qu'a eu Lucrèce, et Lucrèce donc, l'épicurisme, la physique épicurienne, dans justement la définition d'une esthétique respectueuse strictement des lois de la nature. Et je termine par la diffusion, ou les débuts de la diffusion de cet art ornemental augustéen. Et là, n'est-ce pas, bien entendu, je vous emmène devant notre maison carrée, notre chère maison carrée, qui est restaurée périodiquement, n'est-ce pas, elle relève, si j'ose dire, non pas de maladie, mais d'une restauration des monuments historiques. Et donc, il s'agit d'un temple corinthien augustéen, temple hexastyle, façade de 6 colonnes, sur podium, comme tous les temples romains, et de plan pseudo-périptère, comme beaucoup de temples à Rome, et notamment comme le temple d'Apollon palatin et comme le temple d'Apollon au sud du Champ de Mars dans sa version augustéenne. Donc, disons, comme l'a montré Pierre Gros dans la monographie qu'il a publiée avec l'architecte Robert Amy sur la maison carrée, disons, se relie directement aux modèles les plus récents de l'architecture romaine à Rome, telle qu'elle a été
entièrement refondées par Auguste. Et en particulier, vous voyez à quel point les chapiteaux de la maison carrée sont très proches, comme l'a montré Pierre Gros, donc des chapiteaux de Mar-sur-Thor. Et nous sommes pratiquement dans les mêmes années autour de notre ère. Par ailleurs, la frise est une frise de Rinceau d'Acanthe qui est très proche des modèles donc, tirés de l'Arapakis, de l'enceinte de l'Arapakis. Et vous voyez d'autre part que le thème de la pesanteur se répercute à tous les niveaux de l'ordre, le calatos des chapiteaux, les modillons de la corniche, de même que le thème de l'abondance organisée, en quelque sorte, hiérarchisée avec l'Acanthe, eh bien, se retrouve aussi à 2 niveaux de l'ordre, même à 3 niveaux de l'ordre, puisqu'on la voit sur les chapiteaux, sur la frise et aussi sur les modillons. Je conclus en disant que l'esthétique ornementale imaginée par Auguste a traversé les siècles et continue d'exercer son influence. Elle exprime d'abord un refus, celui de l'esthétique du chaos qui avait bénéficié au temps des guerres civiles de la collaboration entre la virtuosité des ateliers néoatiques et l'implacable volonté d'ébranler le monde qui animait César et ses amis, et même, disons, d'autres personnages avant César. La nouvelle esthétique est née aussi d'une rencontre, celle de Virgile et d'Auguste. La légende conservait le souvenir de l'âge d'or qu'Orphée suscitait sur ses pas grâce au son de sa lyre. L'union du poète et du prince a donné naissance à un projet d'une toute autre envergure, permettre à la lyre d'Apollon d'enchanter le monde. Je vous remercie.